Chacun d'entre vous connaît Oliver Wyman, qui est un très grand cabinet de conseil en stratégie, présent dans une trentaine de pays et regroupant plus de 5000 professionnels. La raison pour laquelle nous avons demandé à Xavier de venir s'exprimer ce matin est la suivante. Oliver Wyman vient de réaliser une étude absolument passionnante qui dresse un état des lieux dans le secteur financier en 2020. Et cette étude montre notamment la pression qui existe sur les projets de transformation, et notamment de transformation digitale, dans les banques et dans les compagnies d'assurance. Xavier, ma question est très simple. Quelles sont les idées forces de votre étude et comment créer l'entreprise du futur? Je vais vous présenter rapidement les résultats de cette étude. Alors cette étude a lieu tous les ans et cette fois-ci, on a pris un peu de recul et on a regardé un peu ce qui s'était passé dans les 10 dernières années pour essayer de faire une forme de bilan. Et quand on regarde ce qui s'est passé dans les 11 dernières années, on voit quoi quand on regarde juste les indicateurs financiers? On voit que depuis Lehman, la croissance moyenne de revenus des banques est moins 0,8% sur 10 ans. L'indicateur MSCI European Bank est de moins 1%. Donc la situation pour les banques et plus généralement les services financiers n'est pas incroyable. Et on est dans un paysage qui est quand même très fragmenté. En Allemagne, il y a 1400 établissements, services financiers, banques de taille petite à moyenne. En France, il y en a 500. En Europe, il y en a vraiment plusieurs milliers. Et ça fait dire à l'un des chief économistes que, compte tenu de cette fragmentation, compte tenu de cette fragilité, il est très probable que dans un futur très proche, il y ait des mouvements de consolidation ou des disparitions. Cette pression des investisseurs, elle s'intensifie pour plusieurs raisons. Et elle ne frappe pas les secteurs financiers de la même manière. Quand on compare juste l'évolution des services financiers avec les big tech et les think tech, on revoit quoi sur la même période? On voit que les banques ont grandi, pas en rentabilité, mais en tout cas elles ont grandi, mais que dans la même période, les fintech ont fait 2,7 fois en croissance, alors que les banques ont fait 1,6. Mais quand on regarde après les PE ratio, les price earning ratio, on voit que les banques sont passées de 14 à 11, là où les big tech et les think tech, qui sont de plus en plus perçus comme des compétiteurs, ont très largement augmenté. Et après, on essaie de se dire, pourquoi? En fait, il y a une forme de schizophrénie qui touche maintenant les directions générales des services financiers, avec deux visions très différentes sur la manière dont les services financiers doivent évoluer. Une vision qui est plutôt orientée sur la valeur court terme ou moyen terme. On ne sait pas ce que le futur va être, donc il faut dépenser moins maintenant. On cherche des plans d'économie. Nos indicateurs, c'est le PNL, le Cost Income Ratio. Et il n'y a pas un seul projet, si on regarde maintenant sur les parties projets informatiques, il n'y a pas un seul projet informatique qui ne doit pas avoir un ROI à 18 mois. C'est une perspective, et il y a pas mal de projets en règle générale dans la direction informatique qui sont sur cette ligne-là. En parallèle de ça, vous avez une autre vision, qui est plutôt la vision orientée transformation. J'investis pour le futur, je construis ma marque, je travaille sur le NPS, je travaille sur la valeur totale de mon client dans le temps. Je travaille à positionner ma marque de manière à ce qu'elle soit, on va dire, bien perçue. Je me prépare à la compétition avec des fintech qui vont très fortement impacter mon business model. Mais là, ces plans d'investissement sont des plans d'investissement à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et qui ont de plus en plus de mal à apparaître dans le portefeuille de projet des directions informatiques. Et à cause de cette dichotomie, quand on regarde après les portefeuilles d'investissement des différentes banques et compagnies d'assurance, ou les services financiers en règle générale, on voit une dispersion des investissements, à la fois en thème et en intensité, qui est absolument incroyable. Il y a ceux qui serrent la ceinture et ne font plus grand-chose, ou en tout cas optimisent les coûts, d'un côté.
Il y en a d'autres qui lancent des énormes programmes de transformation en centaines de millions d'euros. Et comme ça a été rappelé par le directeur général, un board member d'une des grandes banques mondiales, ce qu'il dit, vu d'une position d'un board, on sait qu'on doit changer. On a beaucoup de projets qui sont présentés en face de nous. Et on ne sait juste pas si on va perdre $1 milliard en faisant cet investissement, ou alors si, grâce à ça, on va devenir le leader mondial. Donc il y a une tension énorme. Et cette tension, en fait, elle se retrouve après dans la manière dont les investisseurs, on a aussi posé la question à plusieurs centaines d'investisseurs et de gestionnaires de fonds sur ce qu'ils pensaient des plans de transformation digitaux des banques et des compagnies d'assurance. Alors c'est très intéressant, parce qu'on leur a posé la question, est-ce que vous pensez que les plans de transformation des banques sont crédibles ? Et donc là, vous avez un peu les réponses. Vous avez non, pas clair, pas crédible, 37%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème de communication. Ou de structuration. Peu clair ou à peu près clair, mais absolument pas crédible, 63%, et 0% qui trouvent que c'est clair et crédible. Ça laisse assez rêveur. De l'autre côté, est-ce que vous êtes confiant dans le fait que ces stratégies de transformation vont être efficaces ? Donc là, sceptique, 38%. Trop tôt pour le dire, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, 37%. Confiant, 25%. Donc ça, c'est pour une banque ou une compagnie d'assurance qui va faire son rapport, par exemple, devant un parterre d'investisseurs. C'est quand même très stressant parce que, et c'est assez intéressant de lire les rapports annuels des banques, 98% mentionnent le mot transformation digitale, etc. Dans le rapport des analystes financiers, il n'y en a que 27% qui mettent le mot digital. Et on a un directeur financier dans l'interview qui nous a dit je sais que 50% d'initiatives digitales que je vais lancer ne créeront pas de valeur, je ne sais juste pas lesquelles. Donc ça, c'est la situation dans laquelle nous, vous êtes actuellement. Donc le sujet, il n'y a pas la vision valeur, enfin, on va dire un tropisme valeur ou un tropisme orienté vision, les deux sont bons. Le problème, c'est de trouver la stratégie, l'approche pour avoir le bon compromis entre ce qui permet d'avoir des résultats et de passer l'hiver, on va dire, et ce qui permet de préparer le futur. Ce n'est pas nouveau, mais avec cette tension des investisseurs financiers, ça devient réellement extrêmement important pour les établissements financiers de trouver un bon compromis. Alors, il y a plusieurs approches. Donc là, on vous propose un peu 5 thèmes sur lesquels il peut y avoir des pistes. Le premier thème, c'est comment est-ce qu'on gère son portefeuille de projet. Alors, dans le portefeuille de projet, on peut très bien avoir soit beaucoup de projets très long terme, soit uniquement une manière de mettre dans son portefeuille de projet que des trucs à 12 à 18 mois. Donc là, je vais juste dire quelque chose d'assez bête. Il faut identifier dans son portefeuille de projet ce qui dépend des différents horizons et trouver, simplement, prendre une règle, un tiers, ou quelque chose, mais en tout cas faire en sorte d'éviter les déséquilibres dans son portefeuille de projet. Deuxième catégorie de thème, l'innovation. On a vu une explosion dans les 8-10 dernières années de proof of concept, de trucs à droite à gauche, qui étaient censés accélérer l'innovation métier. De l'autre côté, on a vu aussi des entreprises qui ont mis en place une belle planification centrale avec un cycle annuel de budget, avec tout démarre en janvier, en février, en mars, ça accélère, en septembre, octobre, on ferme tout, et puis en décembre, on passe le rapport annuel. Là, il y a là, ce qu'on vous invite à regarder, c'est des approches pour structurer et gérer les projets d'innovation et surtout éviter la dispersion. Quand on voit dans une communication financière des centaines de projets d'innovation, on a quand même des doutes sur le focus. Donc c'est arriver à faire du fail fast, donc je pense que les prochains intervenants vont vous en parler, c'est-à-dire arriver à faire des big bets, trouver quelques projets sur lesquels il y a un vrai investissement, et si jamais ça ne marche pas, les tuer rapidement.
Digital comme levier de transformation. Le digital, ce n'est pas, et ça a été rappelé, le digital, ça n'est pas que de la conquête, ça peut être aussi de l'optimisation, ça peut être aussi de l'efficience. Et donc, dans votre portefeuille de projets, il doit y avoir des projets d'utilisation de nouvelles technologies, tout simplement pour de l'efficience. Un point sur le thème, c'est beaucoup de projets sont lancés avec une idée assez faible de comment ils vont créer la valeur et quel KPI on va lancer, comment est-ce qu'on va mesurer cette valeur créée. Là, un conseil très bête qui est, on va dire, un conseil fait par les géants du web depuis peut-être 15 ans, il faut tout mesurer. Il faut mesurer l'innovation, il ne faut pas lancer des projets d'innovation sans avoir une idée claire de comment ça va rapporter de la valeur. Et dernier point, j'ai un petit conseil, on va dire, pour les établissements financiers, services financiers, essayez d'avoir une communication crédible. C'est bien de dire on va faire des centaines de millions d'euros d'investissement et digital, transformation, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les visions de la transformation telles qu'elles sont portées, et vous voyez ça après dans le scepticisme des analystes financiers, ne passent pas très bien. Donc là, les bonnes approches, c'est d'avoir, on va dire, d'articuler sa transformation avec justement des indicateurs clairs en termes de retour sur investissement et d'une crédibilité relativement bonne sur la capacité à délivrer. Deux petits zooms, et après je vous inviterai à lire le rapport. Le premier, c'est les horizons d'investissement. C'est assez clair en fait. Il faut, dans son portefeuille de projets, avoir un certain nombre des projets qui sont sur l'optimisation du modèle actuel d'efficience. D'autres projets qu'il faut démarrer maintenant, mais qui sont sur l'acquisition client, la distribution, la création de plateformes, c'est-à-dire faire mieux. Le premier, c'est faire mieux ce que je fais déjà. La deuxième, c'est étendre ce que je fais pour conquérir. Et la troisième, c'est comment est-ce que je peux faire de l'innovation rupture. Et ça, ces trois horizons, ils doivent se refléter aussi dans votre politique d'investissement de projet. Et quand on regarde après sur comment on organise justement les projets d'innovation autour de ça, en général, vous avez des projets qui vont être sur la partie performance. Donc, c'est des projets d'horizon 1 et c'est des projets sur on va dire la croissance. C'est par rapport à ma vision de là où je vais aller, c'est tous les projets qui sont orientés croissance. De l'autre côté, il y a une autre catégorie de projets qui sont orientés efficiency, qui sont la partie productivité. Sur l'horizon 2, vous avez plutôt les projets de transformation, d'évolution de la société, de changement d'organisation, d'impact sur les process. Et troisième, une partie, pas forcément incroyable, mais en tout cas qu'il faut absolument lancer, c'est les projets d'incubation qui vont vous permettre d'attaquer l'horizon 3. Si vous ne les lancez pas maintenant, vous serez en retard. Dans tous les cas, quelle que soit votre répartition des projets sur ces différentes catégories, il y a une partie importante, c'est la partie digital steering, c'est-à-dire c'est la partie quel processus vous mettez en place pour piloter votre équilibre et tuer les projets qui en fait, ne vont pas atterrir quelque part.